Bonjour Nicolas Mirkovic. Bonjour Christelle. Bienvenue donc, ici à Donetsk. Vous avez assisté aux différentes parades et festivités du jour de la victoire et du jour de la République. Quel est votre ressenti à l'issue de ces deux parades? Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez ici? Je vois toujours autant d'enthousiasme. Je suis à chaque fois épaté. Les visiteurs français que je ramène lors de chacune de nos missions sont à chaque fois épatés de voir la ferveur. Quand on arrive dans un pays en guerre, on ne sait pas à quoi s'attendre. On peut comprendre, 5 ans de guerre, les gens sont fatigués. Et là, il y a une ferveur. Il y a une ferveur, vraiment, on a vu ça dans les différents villages qu'on a visités ces derniers jours et lors de la parade à Donetsk, qui était très très forte, comme chaque année. Je dois avouer, c'est la même ferveur, très forte. Ce qui était vraiment différent cette année, c'est qu'on a vu beaucoup de drapeaux russes. Ouais. Donc du coup, on sent vraiment que cette volonté de rentrer dans le monde russe, de s'afficher ouvertement afficher la volonté juste de rejoindre la Russie, ou de se rapprocher très fortement de la Russie, a été clairement visible. On a vu beaucoup de drapeaux russes, on a vu le président Denis Pouchiline chanter en l'honneur de la Russie lui-même en jouant à la guitare. Donc du coup je pense que ça c'était vraiment le fait majeur, je pense que c'était un signe important et le temps des messages subliminaux est terminé. Et là c'était vraiment la grande nouveauté, on va dire, en plus de l'enthousiasme débordant qu'on a tous vu hier. Oui, on a vu aussi que le défilé avait changé de format, sous la forme d'une espèce de chronologie, avec juste les grandes dates année par année de l'histoire de cette jeune République, 5 ans, le premier jubilé. Est-ce que vous pensez que le décret signé par Vladimir Poutine sur l'octroi simplifié du passeport russe aux habitants du Donbass a joué justement sur cet affichage beaucoup plus marqué de ces drapeaux russes et de cette volonté de rejoindre la Russie? Très clairement. Je pense que c'est une espèce de feu vert qui a été donné. C'est une volonté, quand on parle avec les personnes ici, on voit bien depuis longtemps qu'il y a cette volonté de rentrer dans le monde russe, c'est ce qu'ils souhaitent. Et on voit avec le décret publié par Poutine que les personnes commencent à y croire vraiment. C'est difficile, une situation de guerre, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne savez même pas le soir même si votre maison sera encore debout, savoir dans quel pays vous allez vivre, c'est presque le cadet de vos soucis. Dans un premier temps, pour la majorité des personnes, je ne parle pas des politiques, là c'est ce qu'ils souhaitent. Là ils veulent mettre fin à la guerre, ils veulent vraiment que la guerre se termine. J'ai vu également hier que la République se développe, et vous avez raison de reparler de cette manifestation qui était novatrice. Je trouvais qu'elle était très très belle, avec cette frise chronologique sur les grands moments de la République. Et on parle souvent du Donbass et de la guerre, et c'était important hier de voir lors de cette manifestation qu'on parle aussi d'agriculture, d'investissement, on parle de la médecine, on a parlé de l'industrie. Donc du coup, qu'est-ce que fait cette République, cette jeune République? C'est pas juste la guerre. Les personnes ici se sont organisées. Elles se sont organisées en État. Elles voudraient rentrer clairement dans le monde russe. Elles l'ont affiché clairement. Le président l'a dit. Et c'est clair que par le décret de Poutine, ça rend la vie plus facile pour les personnes ici qui disent on a une vision politique, on sait quelle direction on souhaite prendre. Et ça, je pense que ça, c'était un changement majeur. On voit un petit peu partout dans Donetsk le Nash Vybar Rossiya, donc notre choix, c'est la Russie. Donc pour vous, il y a clairement un développement clair et net, aussi bien économique et social ou politique, de la République populaire de Donetsk. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un État, on va dire, fantoche ou sous perfusion comme les médias occidentaux peuvent le présenter. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Moi, j'ai traversé le pays en long en large. À la rigueur, si on voulait, j'ai vu comment ça se passait. Personne ne me contrôle, personne ne me prend par la main pour dire j'ai vu les champs en train d'être labourés, j'ai vu les usines, j'ai vu les gens travailler. Donc du coup, vous savez, on se rend pas compte parce que du coup, on a oublié, Dieu merci, ce qu'est la guerre en Europe de l'Ouest. Mais les soldats vont se battre sur la ligne de front et derrière, les gens doivent vivre, doivent survivre. On peut pas juste arrêter de savoir, on va essayer de voir qui gagne et puis après on reprend la vie normalement. Il faut se nourrir, il faut faire vivre, il faut scolariser ses enfants, il faut se soigner. Et j'ai vu un pays qui fonctionnait. N'oublions pas aussi que depuis déjà quelques années, eh bien, les habitants de la République populaire de Donetsk ont adopté le rouble. Donc du coup, ils ont déjà dit non à la hryvnia. Ils travaillent avec la Russie. Donc du coup, et ils sont clairement pas sous perfusion. Je n'ai pas vu des gens qui étaient en train d'attendre des allocations qui viendraient d'un autre pays, de la Russie, pour pas la nommer. J'ai bien vu des gens qui travaillaient, et donc une économie, une société normale, avec une administration, une police et des entreprises qui sont le cœur d'un pays, quoi. Est-ce que vous pensez que la Russie va finir par reconnaître la République populaire de Donetsk et celle de Lougansk, comme elle l'a fait pour l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie? Alors, je pense que ça serait la prochaine étape, mais je pense que pour l'instant, il y a un enjeu qui dépasse que le Donbass, je pense, de discussions très tendues entre Moscou et Washington.
Moscou a clairement montré à Washington ces dernières années qu'elle n'accepterait plus la vision hégémonique américaine sur le monde. Donc ça ne veut pas dire que Moscou est en guerre contre Washington, je pense que c'est plutôt le contraire, mais Moscou a dit je ne vais pas me laisser faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui regardent Moscou de très très près pour savoir est-ce qu'ils vont y arriver. Parce que beaucoup de pays aimeraient dire à Moscou, non, à Washington, on veut pas, on va pas se laisser faire, on veut pas vous donner notre économie, on veut pas que vous placiez vos pions à la tête de nos États, mais ils n'ont pas la puissance. Moscou l'a montré. Et il y a des guerres larvées entre Moscou et Washington, au Venezuela, en Syrie, dans différents pays dans le monde. Et je pense qu'il va y avoir une négociation globale. Alors, je ne dis pas qu'ils vont se couper le monde en deux, certainement pas, mais que dans les différentes discussions, Poutine il a avancé une pièce maîtresse, et on va voir comment réagissent les Américains. Est-ce que vous pensez aussi qu'il attend quelque part l'effondrement de l'Ukraine, puisque comme par exemple Xavier Moreau l'a souvent dit, il y a le fameux mur de 2019 qui attend l'Ukraine avec la perte du contrat de transit gazier avec la Russie. Là, la Russie a porté un coup terrible avec des contre-sanctions bloquant l'approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers dérivés pour l'Ukraine à partir du 1er juin, donc c'est bientôt, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Plusieurs analystes, y compris ukrainiens, ont tiré la sonnette d'alarme en disant que ça risquait d'entraîner des pénuries de carburant en Ukraine. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut finir effectivement par disparaître totalement et qu'en fait la Russie attend que ça se produise pour pouvoir en fait reconnaître, voire intégrer les deux républiques? Oui, alors j'irai pas jusque-là. À ce stade-là, j'ai pas encore cette vision-là. Elle est possible. Elle est possible. Je pense que là, la géopolitique, ça joue aussi souvent sur du court terme. Donc je vous dis là, la Russie a avancé un pion. Les Américains vont en avancer un ou deux, mais ça va aller à ce rythme-là. Donc du coup, est-ce que du coup on va arriver jusqu'à l'effondrement de l'Ukraine? Sur du long terme, c'est possible. Sur du long terme, malheureusement, n'oublions pas que l'Ukraine est un des pays les plus pauvres, enfin le pays le plus pauvre d'Europe, derrière des pays qu'on qualifierait du tiers-monde. Et ça, ce sont selon les indicateurs internationaux. Donc du coup, la situation est très mauvaise. On a bien vu que le Maïdan n'a rien apporté, bien au contraire. C'est un pays, la seule chose qui exporte bien l'Ukraine aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui vont travailler à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas de travail chez eux et qui en renvoient l'argent pour faire vivre leur famille. C'est terrible. Donc du coup, je pense que si on continue dans la direction de Poroshenko, oui, ça c'est sûr. Bon, les Ukrainiens ont clairement dégagé Poroshenko massivement. Donc du coup, échec total du Maïdan. Que va faire Zelensky? Est-ce qu'il va avoir des marges de manœuvre? Je ne sais pas. On va voir qui est-ce qu'il nomme à des postes clés. Je pense qu'il va falloir être un peu prudent, mais surtout regarder les courts termes. Que vont faire les Américains maintenant? Parce que là, comme on le dit, c'est un changement majeur. On va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Je pense que c'est l'effondrement de l'Ukraine, je ne pourrais pas le dire tout de suite, il faudra attendre encore, un peu. Beaucoup d'analystes russophones disent qu'en fait Zelensky va juste ralentir la chute de l'Ukraine, que Poroshenko en fait aurait, on va dire, accéléré le processus simplement de décomposition du pays s'il était resté à la tête de celui-ci. Est-ce que vous... Parce qu'on voit qu'il y a une volonté de s'aborder déjà la présidence de Zelensky, de la part y compris de la Rada, des députés, qui ont voté entre autres cette loi sur la langue ukrainienne, qui instaure la langue ukrainienne comme seule langue officielle, y compris à la télé, à la radio, etc. Qui en fait bloque toutes les autres langues. Ils essaient aussi de passer d'autres lois pour limiter le pouvoir du président. On voit vraiment une volonté de savonner la planche à Zelensky. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir dépasser ce blocage qui est vraiment au niveau même de la Rada? Zelensky porte l'espoir de millions d'Ukrainiens. Donc ça c'est un fait. Maintenant, on sait très bien que Zelensky est seul. En plus, non seulement il est seul, il va être seul en tant que président, mais il ne vient pas avec un appareil. Il n'a pas de parti, Qui est-ce qui va nommer aux différents postes? Quand on vient d'un parti, quand on a des contacts dans le monde politique, on sait qu'on va mettre au ministère des Affaires étrangères, à la finance, à la sécurité, à la justice. Il n'a pas cet appareil. Il va être forcément conseillé par des personnes qui, elles, ont des appareils et qui vont essayer de mettre le grappin sur lui pour lui dire tu vas prendre un tel. Et au bout d'un moment, il n'aura pas le choix. Il va falloir aussi qu'il se fasse des amis parce qu'il est seul. Et seul, un homme ne bat pas un appareil. On a bien vu aux États-Unis avec Trump, il est élu sur tout un programme. Quand il arrive au pouvoir, il n'arrive même pas à faire un tiers, même pas, que dis-je, 10% de son programme. Donc du coup, parce qu'il y a un appareil, il y a un état profond, et l'état profond actuel en Ukraine a été formé par Washington. N'oublions pas que c'est Washington qui a voulu le Maïdan, c'est Washington qui l'a financé, c'est Washington qui a même choisi qui allaient être les premiers hommes politiques ukrainiens qui allaient diriger le pays avant même le coup d'État. On a les enregistrements qui attestent de cela. Et on a Zelensky qui arrive en disant je veux la paix, on va redévelopper l'Ukraine. Il va se retrouver confronté à une administration qui va prendre des décisions. Moi je pense que dans un premier temps ce qui va être intéressant c'est de voir qui est-ce qui nomme au poste clé.
Et on va voir, selon le pédigré de ces personnes-là, quelles sont leurs volontés. Est-ce qu'elles veulent vraiment aller dans le sens de la paix, du développement, dans les intérêts des Ukrainiens, c'est-à-dire travailler, pourquoi pas avec l'Union européenne, mais également avec la Russie, dont elle est beaucoup plus proche. Ou alors, eh bien, est-ce qu'on va retrouver les mêmes personnes que sous Poroshenko? Si on retrouve les mêmes personnes que sous Poroshenko, ça sera catastrophique pour les Ukrainiens. Et en effet, on ira vers le déclin total. Il y a aussi un autre acteur majeur, même désormais, de la politique ukrainienne. Ce sont tous les groupes et bataillons ultranationalistes, voire néo-nazis, oui, qui ont acquis énormément de pouvoir depuis le Maïdan, puisque c'est quand même eux qui ont permis au Maïdan d'avoir lieu, qui ont été le bras armé de ce renversement de gouvernement, de ce putsch. On les a déjà vus à plusieurs reprises sous la présidence de Poroshenko dicter la conduite du président, entre autres le blocus économique total du Donbass, c'est eux qui l'ont mis en place au début et Poroshenko a ensuite récupéré le truc en officialisant, en légalisant ce blocus, mais au départ ce sont ces groupes ultranationalistes qui ont bloqué en fait les checkpoints. C'est eux aussi qui ont bloqué l'application des accords de Minsk. Ils avaient très violemment manifesté devant la Rada lors de tentatives de faire voter, entre autres, la loi modifiant la constitution ukrainienne pour donner plus d'autonomie au Donbass. Est-ce que c'est pas aussi un acteur sur qui il va falloir jeter un œil, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très très positifs vis-à-vis de Zelensky? C'est clair, ils sont pas positifs, et cette stratégie, qu'on va dire, pernicieuse, diabolique même, des Américains de renverser Yanukovych en utilisant ces groupuscules nationalistes extrémistes, est toujours très très dangereuse, parce que 5 ans plus tard, on n'a pas forcément un État dans l'État, mais on a une administration qui est organisée, qui a des fonds, qui a des moyens, qui a des réseaux, et donc qui est très important, et donc du coup qui en plus a la violence, a la force. Vous avez des réseaux parfois qui sont très importants, mais qui ne savent pas mettre en place une loi ou un changement dans la société parce qu'ils n'ont pas de force. Eux, ils sont peut-être pas si nombreux que ça, mais ils sont quand même assez nombreux. Ils ont des armes, ils sont formés, ils ont des amis. Et ils ont des amis en Ukraine évidemment, ils ont des amis à Washington, qui veulent à tout prix, qui voient l'Ukraine, qui s'en fichent complètement de l'Ukraine, qui voient l'Ukraine comme le théâtre d'une guerre à distance, par procuration. Peu importe en fait quel pion on utilise, même les pires d'un point de vue idéologique. En plus, ces néo-nazis, ils ont des rôles extrêmement importants, puisqu'il y a quand même plusieurs députés à la Rada, le président de la Rada lui-même, Andriy Paroubi, bien sûr. Même au niveau de l'appareil des forces de l'ordre, le SBU, la police sont complètement infiltrés par ces groupuscules. Donc la crainte, c'est est-ce que Zelensky risque pas carrément sa vie s'il essaye d'aller à l'encontre de ces groupes-là? C'est possible. On va voir qui détient vraiment le pouvoir. Si Zelensky n'arrive pas à avancer, pareil, comme Trump, 10% de son programme, c'est que c'est mort. C'est qu'il ne peut pas, c'est que l'administration est déjà en place. La seule chance, c'est qu'une partie de cette administration est quand même, elle est en place par les Américains, mais elle est quand même jeune, 5 ans. On va voir ce que Zelensky peut trouver des bons relais. Est-ce qu'il va être entouré de personnes qui ont des réseaux intelligents, bien sur lesquels il pourra s'appuyer? Est-ce qu'il va falloir qu'il réussisse des gros coups rapidement pour rassurer tout le monde? Parce que s'il arrive, qu'il ne fait rien, et qu'en plus il y a la force, là, il y a les menaces de ces groupes extrémistes, personne ne va le suivre. Parce que les gens vont se dire, lui il va pas faire long feu, parce que du coup, ils n'ont pas peur pour la mise en place de leurs idées, ils vont avoir peur pour leur vie, comme on l'avait dit. Donc du coup, et ça c'est de toute la stratégie pernicieuse de Washington, qui s'appuie toujours. Les Américains s'appuient toujours pour les renversements d'États sur des groupuscules armés, violents, extrémistes, quelle que soit l'idéologie. Ils se sont appuyés sur les Moudjahidines en Afghanistan, sur la mafia albanaise au Kosovo, sur des islamistes en Libye, et là sur des néo-nazis en Ukraine. Ils s'en fichent, il n'y a pas d'idéologie. La seule chose, c'est que ces groupes armés font peur à la population, essaient de mettre une espèce d'ordre, et derrière, les Américains placent leurs pions. Et normalement, l'idée, c'est que ces groupes-là disparaissent, mais aujourd'hui, là, ces groupes sont très présents puisqu'il y a la guerre. Ils ne peuvent pas disparaître. Les Ukrainiens aimeraient bien les faire, certains des Ukrainiens aimeraient les faire disparaître, ils ne peuvent pas, ils sont organisés. Donc il va falloir qu'on regarde, je vous dis, les premiers gestes politiques de Zelensky qu'on va voir d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, vont être très importants. On va voir la direction, est-ce qu'il arrive à le faire ou pas. Sinon, malheureusement, ces groupes-là peuvent lui mettre des bâtons dans les roues, parce que malheureusement, ces groupes-là sont endoctrinés, veulent la guerre, ils veulent se battre. C'est même un business pour eux, c'est même un business très 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 juteux. Normalement, les élections législatives doivent avoir lieu cet automne, seulement en Ukraine. Est-ce que vous pensez que Zelensky devrait ou va demander une dissolution anticipée de la Rada pour provoquer des élections législatives anticipées et essayer de jouer
sur l'enthousiasme issu de l'élection présidentielle. Moi j'aurais été lui, je l'aurais fait tout de suite, parce que du coup il a gagné avec un chiffre de république bananière presque. Du coup je ne mets pas en cause la bonne tenue des élections. Il y avait une telle détestation de Poroshenko, de tout ce qu'il a fait de mal au pays, que les Ukrainiens seront fondés tous leurs espoirs en Zelensky. Je serais lui, j'aurais fait ça en anticipant les élections pour pouvoir profiter de cet élan incroyable. Il y a quand même un énorme élan derrière lui. Plus il va attendre, plus ses ennemis vont tout faire pour lui couper l'herbe sous les pieds, lui savonner la planche. Poroshenko a dit que lui, il allait pas laisser cette défaite-là à ce stade-là. Donc il devrait le faire, parce que du coup, je pense que lui, l'hésitation, il y a le fait qu'il ne sait pas avec qui il va travailler. Et il faut qu'il comprenne un peu son poste déjà, qu'il voit qu'est-ce qu'il va positionner à ses postes, enfin aux différents postes majeurs, et il va falloir qu'il comprenne un peu la situation. Et ça, malheureusement, ça prend un peu de temps. Et je pense que peut-être lui se dit, je peux pas faire ça tout de suite parce que je ne sais même pas encore ce que je vais faire. Quel est mon poste, quelles sont mes responsabilités. Il n'a pas encore son investiture. L'investiture sera bientôt normalement. Exactement. Donc je pense qu'on en saura un peu plus une fois qu'il aura été investi. Ça, c'est sûr. Bon, c'est clair qu'être acteur et jouer le rôle d'un président et le devenir réellement, c'est une autre histoire. En tout cas, merci beaucoup pour votre éclairage, Nicolas Mirkovic, et puis au plaisir de vous retrouver ici à Donetsk pour une prochaine délégation ou une prochaine mission humanitaire. Merci à vous, ça sera avec plaisir. Merci à vous.